Je m'appelle Camille Duré, j'ai 34 ans, et si vous aviez demandé à mes collègues de bureau qui j'étais il y a quelques mois, la plupart auraient répondu « Ah oui, la fille qui s'habille toujours pareil » ou bien « Celle qui déjeune seule à la cafétéria ». C'est fou comme on aime coller des étiquettes aux gens qu'on ne connaît pas. J'ai commencé à travailler chez Delorme & Associés, une grande entreprise de marketing située dans le 9e arrondissement de Paris, il y a environ 6 mois. C'était un poste que j'avais choisi presque par curiosité. Chef de projet junior, un titre qui ne veut pas dire grand-chose mais qui, en réalité, m'offrait quelque chose que je recherchais depuis longtemps, l'anonymat. Chaque matin, je prenais le métro ligne 2, un vieux sac en cuir sur l'épaule, et j'arrivais toujours 10 minutes en avance. Je portais des vêtements simples, un manteau gris, un pantalon noir, des chaussures zézoles plates, et je ne parlais pas beaucoup, pas par timidité, mais parce que j'observais. Je voulais comprendre comment fonctionnaient les gens dans cet endroit. Et très vite, j'ai compris que dans ce bureau, l'apparence valait plus que la compétence. Le premier jour, Sophie, l'assistante de direction, m'avait lancé un sourire poli avant de me scruter de haut en bas. Elle portait un tailleur beige impeccable, des talons hauts et un parfum qui laissait une trace partout où elle passait. À ses côtés, Hugo, chef de l'équipe créative, m'avait serré la main, sans même me regarder dans les yeux, déjà absorbé par l'écran de son téléphone. « Bienvenue parmi nous, Camille, c'est ça ?» avait dit Sophie, avec ce ton que l'on réserve aux inconnus dont on ne retient pas le prénom. « Oui, enchantée » avais-je répondu en souriant. Ils ne savaient pas encore que j'avais choisi de venir ici pour une raison bien précise. Pour l'instant, je n'étais pour eux qu'une employée banale, presque transparente, et ça m'allait très bien. Au fil des semaines, j'ai appris à connaître leurs petites habitudes. Sophie organisait chaque vendredi un déjeuner réservé aux plus proches collaborateurs, c'est-à-dire à ceux qui, selon elle, avaient du style et de l'ambition. Autant dire que je n'étais jamais conviée. Hugo, lui, aimait faire des blagues douteuses sur ceux qui n'avaient pas de voiture ou qui prenaient le métro. Alors Camille, toujours dans ta rame bondée ce matin ? Me lançait-il souvent en ricanant. Toujours, oui. C'est mon moment préféré de la journée, répondais-je calmement. Ma réponse le déstabilisait à chaque fois. Je crois qu'il ne comprenait pas comment on pouvait ne pas avoir honte d'une vie simple. Il y avait aussi Julien, un analyste discret, toujours plongé dans ses tableaux Excel. Contrairement aux autres, il me saluait tous les matins, avec un vrai sourire, et prenait parfois le temps de discuter. Tu sais, ils sont un peu idiots parfois, m'avait-il dit un jour en voyant Sophie lever les yeux au ciel à mon passage. Je sais, mais ça ne me touche pas, avais-je répondu avec sincérité. La vérité, c'est que j'avais connu bien pire que des remarques sur mes vêtements ou mes habitudes. Et ce que Julien ne savait pas, c'est que tout ce mépris n'était pour moi qu'un test de patience, d'observation et peut-être aussi de pardon. Un lundi matin, il s'est produit un incident qui allait marquer un tournant. Nous étions en pleine réunion d'équipe pour préparer une nouvelle campagne publicitaire. Chacun devait présenter ses idées. Quand ce fut mon tour, j'exposais calmement un concept basé sur des valeurs simples et authentiques. L'histoire d'une marque racontée à travers les yeux de ses clients. À peine avais-je terminé que Sophie éclata de rire. « C'est mignon !» dit-elle en articulant chaque syllabe comme on parle à un enfant. « Mais nous ne sommes pas une association caritative, Camille. On vend des produits de luxe. Il faut viser haut, être audacieux, pas raconter des histoires de vraies personnes. Je pense au contraire que les gens en ont besoin, répondis-je. Ils sont saturés de promesses creuses. Ils veulent de l'authenticité. C'est ça. Et demain, on vendra des sacs à main dans les supermarchés, lança Hugo, déclenchant des rires dans la salle. Je restais silencieuse, le sourire aux lèvres. Pas par faiblesse, non. Parce qu'au fond de moi, je savais quelque chose qu'eux ignoraient. Pendant qu'ils riaient, mon téléphone vibra discrètement dans ma poche. Je lus le message. Furtivement, tout est prêt pour décembre. Nous attendons votre validation finale. Mon cœur fit un bond. Tout avançait comme prévu. Les jours suivants furent pires. Je découvris que Sophie avait commencé à m'appeler Madame Budget dans l'open space, et certains collègues avaient repris l'expression.
Un matin, je trouvais sur mon bureau un petit sac en plastique rempli de vêtements usés, avec un mot pour renouveler ta garde-robe. Je regardais la scène sans un mot. Certains étouffaient, des rires derrière leurs écrans. Je pris simplement le sac, le rangeai dans mon tiroir et retournai à mon travail. « Tu ne vas rien dire ?» demanda Julien choqué. « Non, » répondis-je en levant les yeux vers lui. « Ils en ont besoin plus que moi. Moi, je sais qui je suis. » Il resta silencieux, pensif. Peut-être commençait-il à comprendre qu'il y avait plus chez moi que ce que je laissais paraître. Un après-midi de novembre, alors que la lumière déclinait derrière les grandes fenêtres du bureau, je surpris une conversation entre Sophie et Hugo près de la machine à café. « Tu sais qu'elle n'a même pas LinkedIn ?» chuchotait Sophie. « Qui n'a pas LinkedIn en 2024 ?»« C'est parce qu'elle n'a rien à montrer, » répondit Hugo. « Elle doit venir d'une petite agence de province ou d'une association locale. Je suis sûr qu'elle ne gagne même pas de quoi payer un loyer dans Paris. » Ils éclatèrent de rire. Je détournai le regard et pris une profonde inspiration. Paris. Ils croyaient que vivre ici était un signe de réussite. Ils n'avaient aucune idée que je possédais, à 2 heures de là, une maison en pierre dans le Luberon, héritée de mes grands-parents. Une maison que j'avais transformée en un lieu paisible où j'allais chaque mois pour me ressourcer. Mais ce n'était pas le moment de le révéler. Pas encore. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je m'arrêtais devant la vitrine d'une boulangerie. Dehors, les rues étaient animées, les terrasses pleines malgré le froid. Paris brillait dans ses lumières d'hiver. Je sortis mon téléphone et ouvris un dossier intitulé « Projet Étoile ». C'était un plan que j'avais conçu des mois auparavant, bien avant d'entrer chez Delorme & Associés. Une stratégie soigneusement pensée, étape par étape. Et décembre était la dernière étape. Je souris en lisant la note que j'avais écrite en haut du fichier, restée invisible jusqu'à ce que le moment soit venu. La fin novembre arriva, et avec elle, les préparatifs pour la grande fête de fin d'année de l'entreprise. C'était l'événement dont tout le monde parlait, organisé dans une salle somptueuse de l'avenue Hoche. « J'espère qu'elle ne viendra pas, ça gâcherait les photos », glissa Sophie en me jetant un regard amusé. « Oh, elle n'oserait pas !» « Elle n'a sûrement rien à se mettre pour ce genre d'occasion », ajouta Hugo. Je me contentais de sourire. Ils n'avaient pas tort sur un point. Je n'avais encore rien décidé, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. La vérité, c'est que je me demandais si j'avais vraiment envie d'y aller. Ce n'était pas mon monde. Pourtant, quelque chose en moi murmurait que c'était précisément là que tout devait se jouer. Le 1er décembre, je reçus un appel que j'attendais depuis longtemps. « Madame Duré ?» dit une voix élégante. « Ici Élise, de l'agence événementielle Lumière. Tout est confirmé pour le 23. La scène, le micro, la logistique, tout sera prêt. »« Parfait, » répondis-je avec calme. « Merci beaucoup. Je validerai les derniers détails d'ici une semaine. » Quand j'ai raccroché, j'ai senti une vague d'émotion m'envahir. Tout ce que j'avais planifié depuis des mois commençait à prendre forme. Et sans que personne ne le sache, le 23 décembre allait changer beaucoup de choses. Quelques jours plus tard, Julien s'assit à côté de moi à la pause déjeuner. Il me regarda avec ce mélange de curiosité et de douceur qui le caractérisait. « Camille, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi tu restes ici ? Je veux dire, tu es brillante, tu as des idées, mais tu ne cherches jamais à te faire remarquer. On dirait que tu caches quelque chose. » Je le regardai un long moment avant de répondre. « Et si c'était vrai ?» dis-je en souriant. « Alors je suppose que tu as tes raisons, » répondit-il, intrigué. Je n'en dis pas plus. Il n'était pas encore temps de tout révéler. Ce soir-là, alors que je quittais le bureau sous la pluie fine de décembre, je repensais à tout ce chemin parcouru, à ces regards condescendants, ces moqueries, ces jugements hâtifs. On m'avait traité de pauvre, d'insignifiante, de provinciale. Et tout cela ne m'avait jamais blessé, parce que ma valeur ne dépendait pas de leurs yeux. Ils ne savaient rien de mes choix. Ils ne savaient rien de mon passé, ni de ce que j'avais construit. Ils ne savaient pas que j'étais venue ici pour observer un monde qui juge sans connaître, pour comprendre comment les gens traitent ceux qu'ils croient inférieurs. Et surtout, ils ne savaient pas que, dans moins d'1 mois, ils allaient entendre mon histoire, pas comme une employée discrète du bureau,
mais comme quelqu'un qu'ils n'auraient jamais imaginé. À ce moment-là, je n'étais encore, à leurs yeux, que Camille, la fille sans style qui prend le métro. Mais bientôt, très bientôt, ce nom résonnerait dans cette entreprise d'une manière qu'ils n'oublieraient jamais. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de monter sur scène. Le mois de décembre avait apporté avec lui un froid sec et lumineux, et avec lui, une étrange tension flottait dans l'air du bureau. Peut-être que c'était l'approche des fêtes, ou peut-être que c'était simplement mon attitude qui changeait. Car oui, quelque chose en moi avait évolué. Je n'étais plus seulement cette femme silencieuse qui encaissait les remarques. Je devenais patiente, concentrée, prête, et chaque jour qui passait me rapprochait un peu plus de ce que j'avais prévu depuis le début. Les rumeurs sur la fête annuelle circulaient partout. On disait que le PDG, M. Laurent Delorme, ferait une annonce importante. Certains parlèrent d'une fusion avec une société américaine, d'autres d'un changement de direction. Moi, je savais que rien ne serait comme ils l'imaginaient. Pendant que tout le monde discutait de leur tenue de soirée, moi, je validais discrètement des détails bien plus importants que des robes ou des smokings. Un matin, alors que je déposais mon manteau sur ma chaise, j'entendis Sophie glousser près de la machine à café. Elle parlait, avec Hugo bien sûr. « Tu as vu ça ? Camille a apporté son déjeuner dans un vieux Tupperware, lança-t-elle. Je parie qu'elle le réutilise depuis le lycée. Ou peut-être qu'elle économise pour s'offrir une place debout à la fête, répondit Hugo plié de rire. Je ne dis rien. Je ne les regardais même pas. J'ouvris mon ordinateur, relus calmement le mail que j'avais reçu la veille et répondis simplement « Validation confirmée. Rendez-vous le 23 au soir. » Mon cœur battait plus vite. Chaque pièce de ce puzzle se mettait en place. Julien s'approcha de mon bureau vers 11 heures. Il avait cet air hésitant qui trahissait une question importante. « Dis-moi, est-ce que tu vas à la fête ?»« Je ne sais pas encore, » répondis-je. « Tu devrais y aller, insista-t-il. Tu mérites d'être là autant que les autres, peut-être même plus. » Je lui adressai un sourire reconnaissant. Il était probablement la seule personne dans ce bureau qui me voyait autrement que comme une silhouette discrète. J'avais remarqué qu'il observait attentivement les autres, comme s'il essayait de comprendre ce qui se passait derrière les apparences. Peut-être que lui aussi portait ses secrets. Les jours suivants, l'ambiance devint plus tendue. Sophie et Hugo, qui d'habitude ne prenaient même pas la peine de m'adresser la parole, semblaient soudain obsédés par ma présence. Ils me lançaient des regards appuyés, échangeaient des messes basses. Un après-midi, alors que je travaillais sur un dossier, Sophie s'approcha de mon bureau avec un sourire trop aimable pour être sincère. « Camille, dis-moi, tu comptes venir à la fête finalement ?»« Je n'ai pas encore décidé, répondis-je, en continuant de taper sur mon clavier. « Oh, ce serait dommage de ne pas venir. C'est une soirée très sélecte. Il faut être à la hauteur, tu comprends ?» Je levai les yeux vers elle. Elle attendait une réaction, une justification, peut-être même une gêne. Je ne lui en donnai aucune. « Je comprends parfaitement, dis-je simplement. C'est pour ça que je réfléchis encore. » Elle resta un instant interdite, puis partit sans ajouter un mot. Mais dans son regard, j'avais lu une pointe d'inquiétude. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne jouais pas le rôle qu'elle attendait. La semaine suivante, un événement changea subtilement la dynamique. Monsieur Delorme m'appela dans son bureau. C'était un homme dans la soixantaine, élégant, charismatique, avec ce ton calme de ceux qui ont tout vu. Il m'invita à m'asseoir et posa ses lunettes sur la table. « Camille, j'ai lu votre rapport sur la campagne Essence d'Histoire. Je dois dire que j'ai été impressionné. Votre idée de replacer l'humain au centre du message est audacieuse. »« Merci, monsieur, répondis-je. Je crois que les marques oublient parfois que les histoires réelles sont leur meilleur atout. » Il hocha la tête. « Je suis d'accord. Et c'est pour ça que j'aimerais que vous présentiez ce concept vous-même lors de la fête de fin d'année. Un discours de quelques minutes pour expliquer votre vision à toute l'équipe. » Je sentis mon souffle se suspendre un instant. Voilà une opportunité que je n'avais même pas envisagée. Tenir le micro devant tous ceux qui m'avaient méprisé. Ironique, non? Ce serait un honneur, répondis-je avec calme. Parfait, je compte sur vous. En sortant de son bureau, je croisai Sophie dans le couloir. Elle s'arrêta net, plissant les yeux. « Qu'est-ce que tu faisais dans le bureau du patron ?»
Rien d'important, répondis-je en souriant. Juste une petite conversation. Elle fronça les sourcils, méfiante. Elle ne savait pas que cette petite conversation venait de tout changer. Les jours qui suivirent furent étrangement silencieux. Je crois qu'ils avaient senti que quelque chose m'échappait. Peut-être que c'était ma démarche plus assurée, mon regard plus déterminé. Peut-être aussi que l'idée que je puisse être plus qu'une simple employée sans style commençait à les effleurer. Mais au lieu d'adoucir leur comportement, cela les rendit plus hostiles encore. Un vendredi matin, je retrouvais sur mon bureau un petit mot griffonné. Même avec un micro, tu resteras invisible. Je le lus, le repliai soigneusement et le glissai dans mon sac. Aucun mot ne pourrait m'atteindre désormais, car je savais que le 23, ce serait moi que tout le monde verrait. Une semaine avant la fête, Julien me proposa de déjeuner avec lui dans un petit bistrot du quartier. J'acceptai. Il semblait nerveux, comme s'il pesait chaque mot. Je sais que... Ça ne me regarde pas, dit-il en jouant avec son verre d'eau. Mais tu n'es pas comme les autres ici. Pourquoi dis-tu ça? Parce que tu n'as jamais essayé de plaire, de prouver quoi que ce soit. Et pourtant, quand tu parles, tout le monde écoute. Même ceux qui se moquent de toi, ils t'écoutent. Tu les déranges, Camille, parce que tu ne rentres pas dans leur cadre. Je restai silencieuse quelques instants. Ces paroles m'avaient touchée plus que je ne voulais l'admettre. Julien, parfois, il faut laisser les gens penser qu'ils ont tout compris. C'est la seule façon de les surprendre vraiment. Il me fixa longuement, puis hocha lentement la tête. « Tu caches quelque chose, hein? Peut-être bien, » répondis-je avec un sourire en coin. Ce jour-là, j'ai compris que Julien serait probablement le seul dans ce bureau à ne pas tomber de sa chaise le soir de la fête. Il avait ce don rare de regarder au-delà des apparences. À mesure que le grand jour approchait, les préparatifs s'intensifiaient. Des décorations dorées étaient livrées au siège, des cartons d'invitation arrivaient par piles entières, Sophie parlait déjà de sa robe sur mesure et Hugo d'un costume importé d'Italie. Et moi, je restais fidèle à mon calme apparent. Personne ne se doutait que j'avais moi aussi reçu une livraison bien différente. Un matin, alors que j'étais seule dans la salle de réunion, je reçus un appel important. Je m'assurai que la porte était bien fermée avant de décrocher. « Madame Duret, ici le directeur du pavillon Montfleury. Je vous confirme que la salle annexe sera prête pour votre installation. Nous avons bien reçu le matériel demandé. »« Parfait, » répondis-je. « Je passerai sur place demain pour vérifier les détails. » Quand j'ai raccroché, j'ai fermé les yeux un instant. Tout était prêt, même ce qu'il ne savait pas exister. Ce soir-là, je marchais seule dans les rues illuminées de Paris. Les vitrines scintillaient. Les marchés de Noël parfumaient l'air de vin chaud et de cannelle. Tout semblait paisible. Et pourtant, au fond de moi, un mélange d'excitation et d'appréhension grandissait. J'allais enfin dévoiler ce que j'étais vraiment. Pas pour me venger, non. La vengeance n'avait jamais été mon but, mais pour leur apprendre quelque chose qu'ils avaient oublié, que la valeur d'une personne ne se mesure ni à ses vêtements, ni à son compte en banque, ni même à la voiture qu'elle conduit. En rentrant chez moi, je sortis une vieille boîte en bois d'un tiroir. À l'intérieur se trouvaient quelques photos de mon enfance, une lettre jaunie de mon grand-père et un carnet. Sur la première page, il avait écrit « Travaille dur, reste humble et laisse les autres parler. Ce qui compte, c'est ce que tu fais, pas ce qu'ils pensent. » Ces mots étaient restés gravés en moi. Et ce soir-là, plus que jamais, ils résonnaient. 2 jours avant la fête, j'appris que M. Delorme avait annoncé publiquement que j'allais présenter une partie du projet de l'année. Le silence qui suivit cette annonce dans l'open space fut presque comique. Sophie resta figée, bouche ouverte. Hugo lâcha son stylo. Certains se regardèrent, incrédules. « Elle » murmura Sophie. « Elle va parler devant tout le monde. » Je passai près d'eux sans rien dire, un léger sourire aux lèvres. Ce n'était que le début. Dans quelques jours, ce micro dont il se moquait tant serait entre mes mains. Et avec lui, tout ce qu'il croyait savoir sur moi allait voler en éclats. Ce soir-là, en refermant la porte de mon appartement, j'eus un moment de doute. Et si tout cela n'en valait pas la peine? Si leur opinion n'avait finalement aucune importance? Mais je chassais cette pensée aussitôt. Il ne s'agissait plus d'eux. Il s'agissait de moi.
de reprendre la place que j'avais choisi d'abandonner, de prouver, à moi-même avant tout, que la force la plus puissante est celle qui ne cherche pas à briller. Je posai la main sur mon carnet et murmurai « Plus que quelques jours ». Et dans ce silence paisible, je sus que rien ne serait plus jamais comme avant. Les derniers jours avant la fête semblaient passer à une vitesse étrange, comme si le temps s'était accéléré. Chaque matin, en franchissant les portes vitrées de Delorme et Associés, je sentais l'excitation monter dans l'air, mais aussi une tension discrète qui ne m'avait jamais semblé aussi palpable. Tous parlaient de l'événement à venir, chacun vantant sa tenue, spéculant sur le menu ou sur le discours du directeur. Moi, je gardais mon calme, comme une actrice avant l'entrée en scène. Personne n'imaginait ce qui se préparait en coulisses. Sophie était devenue insupportable. Elle passait d'un bureau à l'autre pour raconter qu'elle avait fait venir une maquilleuse professionnelle et qu'elle avait commandé une robe exclusive d'un créateur italien. Hugo, lui, répétait à qui voulait l'entendre qu'il comptait impressionner les investisseurs avec son nouveau costume sur mesure. C'était leur univers. Paraître, impressionner, dominer. Et moi, au milieu de tout ça, j'étais invisible. Une invisibilité volontaire, devenue mon armure. Julien me rejoignit un matin à la cafétéria avec 2 cafés à la main. Il s'assit en face de moi sans rien dire pendant un moment, puis posa ses yeux sur moi avec un demi-sourire. « Tu sembles étrangement tranquille pour quelqu'un qui va parler devant toute l'entreprise dans 3 jours. Peut-être parce que je n'ai rien à prouver, répondis-je. Je dirai ce que j'ai à dire. C'est tout. J'ai hâte d'entendre ça. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme l'impression que ce discours ne sera pas seulement sur la campagne marketing. » Je soutins son regard sans rien répondre. Il avait raison, bien sûr. Ce ne serait pas un simple discours. Ce serait un miroir tendu à tous ceux qui avaient jugé trop vite. Un miroir dans lequel ils ne se reconnaîtraient mais peut-être pas. Et c'était très bien ainsi. Le 22 décembre, la veille de la fête, je pris ma journée de congé. Officiellement pour me reposer avant mon discours. En réalité, je passais la journée au pavillon Montfleury, cette grande salle où aurait lieu l'événement. J'y retrouvai Élise, la responsable de l'agence événementielle, qui m'accueillit avec son professionnalisme habituel. « Tout est en place, Madame Duret. La scène, le matériel audiovisuel, la loge, tout a été vérifié. Parfait. Et la livraison dont nous avons parlé? Reçue ce matin. Elle est stockée à l'arrière, comme convenu. Personne n'est au courant. Je fis un tour complet de la salle. Les lustres en cristal scintillaient au plafond. Les nappes blanches attendaient quand les verres alignés avec précision. Et la scène, modeste mais élégante, trônait au fond de la salle. Je m'y tenais quelques instants, immobile, imaginant les regards qui seraient fixés sur moi le lendemain soir. Pas un seul de ceux qui allaient s'asseoir ici ne savait ce qui les attendait. Avant de partir, Élise me remit une enveloppe épaisse. « Voici les documents que vous m'avez demandés. Tout y est. Merci. C'est important. » Dans le taxi du retour, je ne pus m'empêcher de repenser aux 6 derniers mois. Tout ce chemin parcouru, toutes ces humiliations que j'avais laissées glisser sur moi. Il y a eu des moments où j'avais douté, des jours où j'avais failli tout abandonner et repartir dans le sud, dans ma maison entourée de lavande. Mais quelque chose en moi refusait de fuir. Je devais aller au bout, pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour rappeler que les plus grandes forces se cachent souvent sous les plus humbles apparences. Le matin du 23, le bureau était étrangement silencieux. La plupart des employés ne travaillaient qu'à moitié, trop occupés à commenter l'événement du soir. Sophie passa devant mon bureau vêtue d'un manteau flambant neuf, un sac de luxe au bras. « N'oublie pas d'arriver à l'heure », lança-t-elle sans s'arrêter. « Et essaie de ne pas trop stresser, hein. Ce serait dommage de bafouiller devant tout le monde. » Je levai les yeux vers elle avec un calme qui sembla la déstabiliser. « Je ne suis pas du genre à stresser, » répondis-je simplement. Elle détourna le regard et s'éloigna sans un mot. Peut-être pressentait-elle que quelque chose clochait, ou peut-être avait-elle simplement du mal à accepter que sa cible habituelle ne réagisse plus comme avant. Dans l'après-midi, je reçus un message de M. Delorme. « N'oubliez pas que vous parlerez juste avant mon discours de clôture. Je compte sur vous. »
Je répondis par un simple « bien reçu ». Puis je rangeai mes affaires dans mon sac, en prenant soin d'y glisser l'enveloppe remise la veille. J'étais prête. À 19 h, je descendis d'un taxi devant le pavillon Montfleury. L'air était glacial et les lumières de Noël illuminaient l'avenue. Devant l'entrée, une file d'invités bien habillés attendait de remettre leur invitation. Des voitures de luxe se succédaient devant le tapis rouge improvisé. Moi, j'étais simplement vêtue d'une robe longue bleu nuit, élégante mais sobre. Rien d'extravagant, juste moi. À peine avais-je franchi la porte que je sentis des regards se tourner vers moi. Certains avaient du mal à me reconnaître. D'autres semblaient surpris que je sois venue, tout simplement. Hugo s'approcha, un verre de champagne à la main. « Eh bien, je n'aurais jamais cru que tu viendrais. Tu es différente ce soir. Les gens sont souvent différents de ce qu'on imagine, » répondis-je. Il resta un moment sans rien dire, puis s'éloigna en haussant les épaules. Sophie, elle, ne vint pas me parler. Elle se contenta de m'observer de loin, les lèvres pincées. Je lus dans ses yeux ce mélange de mépris et d'incompréhension qui m'avait tant amusé au fil des mois. Julien arriva quelques minutes plus tard. Il portait un costume simple mais élégant. Il me sourit en me voyant. « Je savais que tu viendrais. Tu sembles bien sûr de toi. Disons que j'ai appris que tu fais rarement les choses sans raison. » Il avait raison. Encore une fois, la soirée commença dans une ambiance légère. On servit des coupes de champagne. Les conversations s'entremêlaient dans un brouhaha joyeux. Monsieur Delorme fit un discours d'ouverture chaleureux, remerciant ses équipes pour leur travail et annonçant une année pleine de projets ambitieux. Puis, il monta sur scène et appela mon nom. Et maintenant, j'aimerais inviter Camille Duret à nous présenter le concept qu'elle a imaginé pour notre prochaine campagne. Camille, le silence se fit dans la salle. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je montais les marches calmement, sans presser le pas, consciente que chaque seconde qui passait augmentait leur curiosité. Une fois sur scène, je pris le micro. Mon cœur battait fort, mais ma voix, elle, était ferme. Bonsoir à tous, je m'appelle Camille Duret. Certains d'entre vous me connaissent comme la collègue silencieuse, celle qui prend le métro chaque matin, celle qui déjeune seule, celle dont on se moque parfois. Un murmure parcourut la salle. Certains baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards gênés. Ce soir, je veux vous parler d'histoire, parce que le marketing, au fond, c'est cela, raconter des histoires. Et les meilleures histoires ne sont pas celles qui brillent le plus fort, ce sont celles qui sont vraies, humaines, inattendues. Je fis une pause. Je voyais leurs visages, figés, attentifs, malgré eux. Quand je suis arrivé ici, j'ai observé. J'ai vu comment on juge rapidement sur des bêtes apparences, comment on décide de la valeur d'une personne en un coup d'œil. Et j'ai choisi de ne pas réagir, parce que parfois, le silence est plus puissant que toutes les réponses. Mon discours dura à peine 10 minutes. Pas de chiffres, pas de graphiques, juste des vérités simples, des phrases qui venaient du cœur. Quand j'eus terminé, il y eut un instant de silence, puis des applaudissements, d'abord timides, puis plus forts. Monsieur Delorme monta sur scène pour me remercier, et je quittai l'estrade sous les regards mêlés de surprise, de curiosité, et pour certains, de honte. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le plus important n'était pas ce que je venais de dire, c'était ce que j'avais encore à révéler. L'enveloppe dans mon sac n'avait pas quitté ma main, et son contenu allait transformer cette soirée bien au-delà d'un simple discours. Je m'assis à ma table, le cœur battant. La première étape était terminée. La plus difficile restait à venir, et au fond de moi, je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Quand je redescendis de la scène, mon souffle était plus rapide que je ne l'aurais voulu. L'émotion, la tension, tout ce que j'avais contenu pendant des mois s'était libéré dans ces 10 minutes. Pourtant, ce n'était qu'un prélude. Les applaudissements avaient calmé les rires faciles. Les regards méprisants avaient laissé place à quelque chose de nouveau. Une forme d'attention sincère, presque troublée. Même Sophie, qui riait souvent à mes dépens, gardait les yeux rivés sur moi sans dire un mot. Mais je savais que ce n'était pas terminé. Pas encore. La soirée reprit son cours, ou du moins en apparence. Les serveurs circulaient entre les tables avec des plateaux de petits fours,
Les conversations reprenaient, mais tout semblait un peu différent. Les gens parlaient moins fort, comme s'ils réfléchissaient. Julien vint s'asseoir à côté de moi, un léger sourire au coin des lèvres. « Je crois que tu viens de faire vaciller quelques certitudes, » dit-il. Doucement. « Ce n'était pas mon but, » répondis-je. « Je voulais juste rappeler ce qu'on oublie trop souvent. La valeur d'une personne ne dépend pas de son costume. Oui, mais tu as fait plus que ça. Tu les as forcés à se regarder dans un miroir. » Je regardais autour de moi. Sophie parlait à voix basse avec Hugo, leur visage tendu. Ils avaient même perdu cette assurance arrogante qui les définissait d'habitude. Pour la première fois, je sentis une forme d'inquiétude chez eux. Ils pressentaient que quelque chose leur échappait, et ils avaient raison. Vers 22 heures, M. Delorme monta à nouveau sur scène pour son discours de clôture. Il parla des réussites de l'année, de la vision de l'entreprise, des nouveaux projets ambitieux. Puis, il fit une pause, son regard se posa sur moi. Avant de conclure, j'aimerais remercier tout particulièrement Camille pour ses idées et son implication. Son discours nous rappelle pourquoi nous faisons ce métier. Bravo à elle. Des applaudissements éclatèrent à nouveau, plus sincères cette fois. Je sentis un léger frisson parcourir la salle, mais j'avais autre chose à faire que de savourer ce moment. Je glissai la main dans mon sac et serrai l'enveloppe que j'avais gardée tout ce temps. Le moment était venu. Quand les applaudissements cessèrent, je me levai lentement et demandai poliment la parole. M. Delorme, surpris, m'invita à le rejoindre sur scène. Je pris le micro une deuxième fois. Un murmure parcourut la salle. Personne ne s'attendait à ce que je parle à nouveau. « Pardonnez-moi, dis-je calmement, mais il y a encore quelque chose que je dois partager avec vous ce soir. Quelque chose que j'ai gardé pour moi depuis le premier jour où j'ai franchi ces portes. » Le silence tomba sur la salle. Même les serveurs s'étaient arrêtés. Je pris une inspiration profonde et ouvris l'enveloppe. Mon nom complet est Camille Duret-Lavoisier. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu ce nom. C'est celui de l'entreprise Duret Création, une maison française de design et de communication que j'ai fondée il y a 10 ans et que je dirige encore aujourd'hui, même si, depuis 2 ans, j'ai choisi de laisser sa gestion quotidienne à mon associé. Un souffle parcourut la salle. Sophie blêmit. Hugo resta bouche bée. Quelques chuchotements nerveux éclatèrent ici et là. Je continuai sans m'arrêter. Quand j'ai décidé de venir travailler ici, je ne l'ai dit à personne. Je voulais comprendre comment les gens traitent ceux qu'ils croient insignifiants. Je voulais voir si la valeur d'une personne dépendait vraiment de son titre ou de sa voiture. Et vous m'avez donné ma réponse. Mon ton n'était pas accusateur. Il était calme, presque doux. Mais chaque mot tombait comme une vérité implacable. On m'a traité de pauvre. On a ri de mes vêtements. On a laissé des sacs de vêtements usés sur mon bureau. On a supposé que ma vie se limitait à ce que vous voyez. Mais vous aviez tort. Et je ne vous en veux pas. Parce que vous m'avez rappelé pourquoi j'ai créé mon entreprise. Pour raconter de vraies histoires. Et ce soir, la mienne en est une. Un silence pesant régnait dans la salle. Certains détournaient les yeux, d'autres me regardaient fixement, incapables de parler. Sophie, elle, avait les lèvres tremblantes. Elle semblait chercher quelque chose à dire, mais aucun mot ne sortait. « Je ne vous raconte pas cela pour me vanter, repris-je. Je vous le raconte pour que vous n'oubliez jamais ceci. Les apparences ne disent rien de la valeur d'une personne. Rien. Ce soir, ce n'est pas la fondatrice d'une entreprise que vous voyez. C'est la même Camille qui a pris le métro chaque matin et mangé seule à la cafétéria. Elle n'a jamais changé. Ce sont vos regards qui ont changé. » Je reposai le micro. Pendant un instant, il n'y eut rien, pas un souffle. Puis lentement, des applaudissements éclatèrent. Julien fut le premier. Puis d'autres suivirent. Et bientôt, la salle entière se leva. Ce n'était pas une ovation. Bruyante, pas une explosion d'enthousiasme. C'était plus profond que ça. C'était un mélange de respect, de honte et d'admiration. Une reconnaissance silencieuse que ce soir-là, ils avaient appris quelque chose. Je descendis de la scène sans un mot. Sophie m'attendait près de ma table. Ses yeux étaient humides, sa voix hésitante. « Camille, je ne savais pas. Je suis désolée. »« Tu n'avais pas besoin de savoir, » répondis-je calmement. Il suffisait de respecter. Elle resta là,
incapable de répondre. Hugo s'approcha à son tour, mal à l'aise. Je crois que nous avons été idiots. Ce n'est pas à moi de le dire, dis-je simplement. Je partis ensuite m'asseoir un peu à l'écart, profitant du calme après la tempête. Julien me rejoignit, son verre à la main. Je le savais, dit-il en riant doucement. Pas dans les détails, mais je savais que tu n'étais pas juste une employée ordinaire. Et ça change quoi? Demandai-je. Absolument rien. Tu étais déjà quelqu'un d'extraordinaire avant. Ce soir, ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais cru. Nous restâmes là en silence, à regarder les autres digérer ce qu'ils venaient d'apprendre. Certains étaient encore sous le choc, d'autres semblaient réfléchir profondément. Et au fond, c'était exactement ce que j'espérais. Que cette soirée ne soit pas seulement une fête, mais un miroir, qu'ils se voient tels qu'ils avaient été, et qu'ils décident d'être différents demain. Avant de partir, M. Delorme vint me voir. Il posa une main bienveillante sur mon épaule. « Vous savez, Camille, j'ai fondé cette entreprise il y a 30 ans, et je croyais avoir tout vu. Mais ce soir, vous m'avez rappelé que même moi, je pouvais encore apprendre. Merci pour ça. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de parler. » En quittant la salle un peu plus tard, l'air froid de décembre me saisit. Je levai les yeux vers le ciel de Paris, illuminé par les lumières de Noël. Un sourire naquit sur mes lèvres. J'avais tenu le micro, j'avais raconté mon histoire. Et plus important encore, j'avais semé quelque chose dans les esprits de ceux qui m'avaient jugé. Mais cette soirée n'était pas seulement une fin, c'était aussi un commencement. Ce que j'avais révélé ce soir n'était qu'une partie de ce que je comptais faire. Car dans mon esprit se dessinait déjà l'étape suivante, une étape qui transformerait bien plus que leur regard sur moi. Et cette fois, ce n'était plus seulement une question de justice personnelle, c'était une question d'avenir. Quand je me suis réveillée le lendemain de la fête, Paris semblait différente. Pas parce que la ville avait changé, les rues étaient toujours aussi animées, les cafés débordaient toujours de conversations et les façades haussmanniennes gardèrent leur élégance habituelle. Mais parce que moi, j'avais changé. Pour la première fois depuis longtemps, je respirais sans ce poids invisible sur mes épaules. Je n'étais plus celle dont on se moque, celle qui mange seule, celle qui... On prend le métro. J'étais simplement Camille, tout entière, sans masque et sans besoin de prouver quoi que ce soit. Et pourtant, ce que j'avais déclenché la veille était loin d'être terminé. Dès mon arrivée au bureau, je sentis l'atmosphère pesante. L'open space, habituellement bruyant et rempli de bavardages superficiels, était étonnamment silencieux. Tous les regards se tournèrent vers moi lorsque je passai la porte. Certains me saluèrent timidement, d'autres détournèrent les yeux. Ce n'était plus le mépris d'avant, c'était quelque chose de plus complexe. De la gêne, de l'admiration, parfois un peu de honte. Julien fut le premier à venir me voir, un café fumant à la main. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il doucement. « Légère », répondis-je avec un sourire. Comme si j'avais posé un sac trop lourd que je portais depuis trop longtemps. « Eh bien, laisse-moi te dire que tu as secoué ce bureau. Ils parlent tous de toi depuis hier soir. Je crois qu'ils ne savent plus trop comment se comporter maintenant. » Effectivement, je le remarquais toute la matinée. Là où on m'ignorait autrefois, on me tenait maintenant les portes. Là où on lançait des piques, on me posait des questions. Même les conversations anodines semblaient empreintes d'une prudence nouvelle. On m'observait différemment, avec une curiosité teintée de respect. Et si j'avais voulu, j'aurais pu savourer ce retournement de situation. Mais ce n'était pas mon but. Je n'avais jamais cherché à être admiré. Je voulais qu'ils réfléchissent. En fin de matinée, Sophie s'approcha lentement de mon bureau. Elle tenait un dossier qu'elle n'avait aucune raison de m'apporter elle-même. Ses mains tremblaient légèrement. « Camille, est-ce que je peux te parler ?» demanda-t-elle, d'une voix que je ne lui connaissais pas. Bien sûr, nous allâmes discuter dans une petite salle de réunion vide. Elle resta debout, mal à l'aise, incapable de soutenir mon regard. « Je voulais m'excuser, dit-elle enfin, pour tout, pour les blagues, les remarques. Je me sens ridicule maintenant. »« Tu n'as pas besoin de t'excuser pour me soulager, » répondis-je doucement. « Fais-le si tu veux changer quelque chose. Je veux changer. Vraiment. J'ai compris hier que je juge trop vite. Je ne te connaissais même pas.
Et pourtant j'avais décidé qui tu étais. C'est honteux. Je ne dis rien pendant un moment. Puis je hochai lentement la tête. Je t'accepte tel que tu es aujourd'hui. Mais n'oublie jamais, ce n'est pas ce qu'on voit qui définit quelqu'un. C'est ce qu'on ignore encore de lui. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle acquiesça en silence et quitta la pièce. Ce fut un petit moment, discret, mais il signifiait beaucoup. Elle n'était pas la seule à venir vers moi ce jour-là. Hugo aussi finit par s'approcher, visiblement mal à l'aise. « Je crois que je te dois des excuses », dit-il d'un ton hésitant. Je n'ai jamais réfléchi à la façon dont mes mots pouvaient blesser. « Alors commence maintenant », répondis-je simplement. Il hocha la tête, penaud. Je ne ressentais ni triomphe ni vengeance, seulement un calme profond, parce que ce n'était pas une victoire sur eux que j'avais remportée, mais une victoire sur ce qu'ils représentaient, l'arrogance, la superficialité, le besoin de dominer. Quelques jours plus tard, M. Delorme me convoqua dans son bureau. Il avait ce regard amusé qu'ont les gens qui viennent assister à quelque chose d'inhabituel. « Camille, vous avez fait plus que prononcer un discours. Vous avez donné une leçon à toute l'entreprise, et je veux que vous sachiez que cela n'est pas passé inaperçu. Je n'ai jamais voulu donner de leçons, répondis-je. Je voulais juste rappeler ce qui compte vraiment. Justement. Et c'est pour cela que je voudrais vous proposer un nouveau rôle ici. Pas seulement en tant que chef de projet, mais en tant que mentor pour nos jeunes recrues. J'aimerais que votre vision et votre expérience les guident dès leur arrivée. Je restai silencieuse un instant. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. J'étais venue ici pour observer, pour comprendre, pas pour m'installer. Et pourtant, quelque chose en moi savait que c'était la suite logique. Si cette expérience avait pu transformer la mentalité d'une équipe entière, peut-être pouvait-elle inspirer la génération suivante. J'accepte, dis-je enfin, mais à ma manière. Bien entendu, répondit-il avec un sourire. Les semaines passèrent et les choses changèrent lentement mais sûrement. Les conversations au bureau devinrent plus ouvertes, plus respectueuses. Les déjeuners ne se faisaient plus en petits cercles fermés. Sophie invita même tout le service à déjeuner ensemble un vendredi, et je ne pus m'empêcher de sourire en la voyant s'asseoir à côté d'une nouvelle recrue timide pour lui poser des questions sur sa vie. Hugo, de son côté, s'était mis à organiser des ateliers de brainstorming où tout le monde avait la parole, même les stagiaires. Ce n'était pas la perfection, bien sûr. Les habitudes ont la peau dure, mais c'était un début. Et moi, je continuais mon travail, plus sereine que jamais. Je n'avais pas besoin de raconter mon histoire à tout le monde. Ceux qui devaient l'entendre l'avaient entendue, et elle avait planté des graines. Un matin de février, alors que je sortais d'une réunion, Julien m'attendait près de l'ascenseur. Je voulais te dire merci, pas seulement pour ce que tu as fait pour eux, mais pour ce que tu m'as appris, dit-il. Qu'est-ce que je t'ai appris? Que les gens sont toujours plus qu'ils ne semblent, et que parfois, les plus grandes forces sont celles qui ne cherchent pas à se montrer. Je souris. C'est aussi ce que j'ai appris, tu sais. En venant ici, j'ai compris que même quand on pense connaître le monde, il reste toujours quelque chose à apprendre. Il hésita un instant, puis ajouta « Tu sais, on parle beaucoup de toi en haut lieu. Il se pourrait bien qu'on t'offre bientôt un poste plus important. Je ne suis pas ici pour ça. Mais si ça arrive, ce sera juste une autre façon de faire ce que j'aime. Raconter des histoires vraies. » Ce jour-là, en rentrant chez moi, je m'arrêtais sur le pont Neuf. Le soleil d'hiver se couchait sur la Seine, colorant l'eau d'un reflet doré. Je repensais à tout ce chemin parcouru, aux moqueries, aux humiliations, au silence que j'avais choisi comme bouclier. Tout cela m'avait mené ici, à ce moment précis, avec une paix intérieure que rien ne pouvait ébranler. Je sortis de mon sac le vieux carnet de Spansdicknick, mon grand-père. Je lus encore une fois cette phrase qu'il avait écrite « Travaille dur, reste humble et laisse les autres parler ». J'ajoutais en dessous de ma propre main. Et un jour, c'est ta voix qu'ils écouteront. Car c'était exactement ce qui s'était passé. Ils avaient ri de mes vêtements, ils avaient jugé mon silence, ils avaient décidé de ma valeur sans rien savoir de moi. Et au final, c'est moi qui avais tenu le micro. Pas pour les humilier, pas pour les écraser, mais pour leur
Rappelez que chaque être humain a une histoire que les yeux ne voient pas. Et cette histoire mérite d'être entendue. En rentrant chez moi ce soir-là, je fermais la porte derrière moi et laissais échapper un rire léger. Parce que, d'une certaine manière, tout cela n'avait été qu'un commencement. J'avais encore tant à faire, tant d'histoires à raconter, tant d'âmes à surprendre. Mais désormais, je le ferais avec cette certitude tranquille. Je n'avais jamais eu besoin de briller pour exister. Il suffisait d'être fidèle à moi-même. Et un jour ou l'autre, le monde finit toujours par tendre l'oreille. Parfois, les histoires les plus fortes ne sont pas celles qui se terminent avec des éclats de vengeance ou des triomphes bruyants. Parfois, ce sont celles qui se déroulent dans le silence, dans la patience, dans la persévérance de ceux qui choisissent de ne pas répondre à l'arrogance par l'arrogance, à l'injustice par l'injustice. L'histoire de Camille Duret en est un exemple parfait. Une femme discrète, jugée trop vite par les apparences, méprisée pour sa simplicité, réduite par d'autres à ce qu'ils voyaient sans jamais chercher à savoir qui elle était vraiment. Et pourtant, c'est elle qui, au moment décisif, a tenu le micro. Pas pour se venger, mais pour enseigner. Pas pour humilier, mais pour éveiller. Pas pour prouver qu'elle valait plus, mais pour montrer que la valeur ne se mesure jamais à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est profondément. Regardons bien ce que cette histoire nous dit. Elle nous parle de notre société actuelle où trop souvent nous jugeons l'autre sur des détails superficiels. Ses vêtements, sa manière de parler, sa voiture, son emploi, son apparence. Nous catégorisons les gens avant même d'apprendre à les connaître. Et ce faisant, nous passons à côté d'histoires extraordinaires, de talents cachés, de forces silencieuses. Camille a choisi de ne pas réagir à la moquerie par la colère. Elle a choisi le silence, non pas comme une faiblesse, mais comme une stratégie, comme une preuve de sa maîtrise d'elle-même. Elle savait qui elle était. Elle n'avait rien à prouver. Et c'est précisément ce calme, cette confiance tranquille qui ont désarmé ceux qui se croyaient supérieurs. Peut-être que cette histoire vous parle d'une manière personnelle. Peut-être avez-vous été vous aussi la Camille dans votre propre vie, jugée et injustement méprisée à cause de votre simplicité, ignorée parce que vous ne correspondez pas aux standards que le monde impose. Peut-être avez-vous été celui ou celle dont on se moque en silence dans un bureau, dans une école, dans une famille même. Et si c'est votre cas, souvenez-vous de cette vérité. Votre valeur n'a jamais dépendu de ce que les autres pensent de vous. Elle ne dépend pas de votre salaire, ni de vos vêtements, ni du regard des autres. Votre valeur est intrinsèque. Elle est inscrite en vous depuis votre naissance. Et personne ne peut vous la retirer. Camille nous montre aussi une autre leçon. Parfois, la meilleure réponse aux humiliations n'est pas un cri, mais un acte. Elle aurait pu claquer la porte et ne jamais revenir. Elle aurait pu riposter avec des mots durs. Elle aurait pu exposer sa réussite dès le premier jour et réduire au silence ceux qui la méprisaient. Mais elle a choisi un autre chemin, celui de la patience et de l'effet de surprise. Elle a laissé le temps faire son œuvre et lorsque le moment est venu, elle s'est levée et a parlé. Ce qu'elle a dit a plus touché les cœurs que n'importe quelle revanche. Parce que ce n'était pas une revanche, c'était une vérité. Et la vérité a ce pouvoir-là. Elle fait tomber les masques, elle ouvre les yeux, elle transforme. Et vous, en écoutant cette histoire, qu'en retirez-vous? Avez-vous déjà jugé quelqu'un trop vite? Avez-vous déjà écarté une personne parce qu'elle ne faisait pas partie du cercle ou qu'elle ne correspondait pas? Cette histoire nous pousse à nous interroger honnêtement parce que derrière chaque regard que nous croisons, il y a une histoire que nous ne connaissons pas. Derrière chaque apparence, il y a un combat, un rêve, une douleur, une espérance. Et ce n'est qu'en apprenant à regarder au-delà que nous devenons vraiment humains. Camille, en révélant qui elle était, n'a pas seulement changé le regard de ses collègues sur elle, elle a changé leur regard sur les autres. Elle leur a rappelé que l'humilité n'est pas une faiblesse, que la simplicité n'est pas un manque, et que la grandeur se cache souvent dans les endroits les plus inattendus. Et peut-être que cette histoire est là pour vous rappeler la même chose aujourd'hui. Ne sous-estimez jamais quelqu'un
parce qu'il semble petit à vos yeux. Dieu utilise souvent ce que le monde méprise pour accomplir les choses les plus grandes. Maintenant, j'aimerais que vous preniez un instant pour réfléchir avec moi. Quelle personne dans votre vie avez-vous jugé trop vite? Qui avez-vous peut-être ignoré parce qu'il ne correspondait pas à vos attentes? Et si cette personne était en réalité un trésor caché, une âme précieuse, un futur ami, un futur allié, quelqu'un envoyé sur votre route pour une raison plus grande? L'histoire de Camille est un miroir. Elle nous oblige à regarder en nous-mêmes et à poser cette question inconfortable. Et moi, comment est-ce que je traite les autres? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, je vous invite à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Partagez votre expérience. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de similaire. Peut-être avez-vous été jugé injustement. Peut-être, au contraire, avez-vous jugé quelqu'un trop vite et le regrettez aujourd'hui. Parlons-en, ensemble, parce que ce n'est qu'en partageant nos histoires que nous grandissons. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » à cette vidéo si elle vous a parlé. Cela nous aide énormément à continuer à créer ce genre de contenu. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Nous publions régulièrement des histoires comme celle-ci, pleines de leçons de vie, de réflexions profondes, de vérités qui transforment. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains récits. Et maintenant, permettez-moi de vous parler d'une autre histoire. Une histoire bien plus ancienne, bien plus grande, et qui, elle aussi, parle d'amour, d'identité et de valeurs. Cette histoire se trouve dans la Bible, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset que beaucoup connaissent par cœur contient pourtant l'une des vérités les plus profondes et les plus bouleversantes de toute l'humanité. Il nous dit que Dieu aime, et pas d'un amour conditionnel, pas d'un amour qui dépend de ce que nous faisons ou de ce que nous méritons. Il aime d'un amour absolu, infini, sans limite. Il a tant aimé le monde, c'est-à-dire vous, moi, chaque être humain, qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ. Et pourquoi l'a-t-il donné? Pour que quiconque croit en lui, pas seulement les parfaits, pas seulement les religieux, pas seulement ceux qui ont réussi leur vie, mais quiconque ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cela veut dire que peu importe votre passé, peu importe vos erreurs, peu importe ce que les autres ont dit de vous, ou même ce que vous pensez de vous-même, Dieu vous aime exactement tel que vous êtes aujourd'hui. Peut-être que comme Camille, vous avez été jugé, rejeté, méprisé. Peut-être que vous portez des blessures que personne ne voit. Peut-être que vous avez passé des années à essayer de prouver votre valeur aux yeux des autres. Aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez une chose. Vous n'avez rien à prouver à ses yeux. Vous êtes déjà infiniment précieux, pour lui. Vous avez tellement de valeur qu'il a envoyé son propre Fils mourir sur la croix pour vous, pour que vos fautes soient bien pardonnées et pour que vous puissiez vivre une vie nouvelle, libre, éternelle. Jésus-Christ est venu sur cette terre, non pas pour juger, mais pour sauver. Il a tendu la main aux exclus, il a parlé aux rejetés, il a relevé ceux que la société méprisait. Là où le monde voyait des pécheurs, il voyait des enfants de Dieu. Là où le monde voyait des échecs, il voyait des cœurs restaurés. Et il voit la même chose en vous aujourd'hui. Il voit au-delà de vos erreurs, au-delà de vos cicatrices, au-delà de vos apparences. Il voit votre cœur et il l'aime. L'histoire de Camille nous montre que les regards des hommes sont souvent trompeurs, mais celle de Jésus nous révèle que le regard de Dieu est toujours vrai. Là où les autres ne voient même qu'un pauvre, Dieu voit un fils ou une fille royale. Là où les autres ne voient qu'un raté, Dieu voit un futur porteur de lumière. Là où les autres vous ont peut-être abandonné, Dieu vous attend toujours les bras ouverts. Alors aujourd'hui, je veux vous inviter à faire un choix. Pas un choix religieux, pas un choix pour plaire aux autres. Un choix personnel, intime, profond, celui d'ouvrir votre cœur à Jésus-Christ
et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Cela ne signifie pas que votre vie deviendra soudainement parfaite, mais cela signifie que vous ne serez plus jamais seul. Cela signifie que vous aurez un Père céleste qui marchera avec vous dans les tempêtes comme dans les jours ensoleillés, qui vous relèvera quand vous tomberez, qui vous aimera même quand vous vous sentirez indigne d'être aimé. Et peut-être que vous vous demandez, mais comment faire cela? Il n'y a pas de formule magique, il suffit de parler à Dieu avec sincérité, de lui dire que vous croyez que Jésus est mort pour vos péchés, qu'il est ressuscité, et que vous voulez qu'il devienne le centre de votre vie. Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez prier cette prière simple avec moi, là où vous êtes, maintenant. Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi, transforme-moi et conduis ma vie selon ta volonté. Merci parce que m'aimes et que tu m'accueilles tel que je suis. Amen. Si vous avez prononcé cette prière avec foi, sachez que quelque chose de merveilleux vient de se passer. Vous n'êtes plus la même personne. Vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Votre passé n'a plus de pouvoir sur vous. Vos fautes sont effacées et un nouveau chemin s'ouvre devant vous. Un chemin de paix, d'amour et d'espérance. Tout comme Camille a choisi de révéler sa véritable identité au moment opportun, vous pouvez aujourd'hui révéler la vôtre, celle d'un fils ou d'une fille aimé et de Dieu. Vous n'êtes pas défini par les jugements des autres. Vous êtes défini par celui qui vous a créé et qui vous aime d'un amour infini. Avant de conclure, j'aimerais vous poser une question. Et si cette histoire n'était pas seulement celle de Camille, mais aussi la vôtre? Et si, derrière les moqueries que vous avez subies, les rejets que vous avez connus, les humiliations que vous avez supportées, Dieu? Préparez un moment où vous aussi tiendriez le micro, un moment où vous raconteriez votre histoire, non pas avec amertume, mais avec grâce. Un moment où votre douleur deviendrait votre force, où vos blessures deviendraient vos témoignages, où votre silence deviendrait votre voix. Croyez-moi, ce jour peut venir, et avec Dieu, il viendra. Alors, si cette histoire vous a ému, si elle vous a enseigné quelque chose, si elle a touché votre cœur, je vous invite à le montrer. Laissez un j'aime sur cette vidéo, cela nous aide vraiment à continuer ce travail. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, car ici, nous racontons des histoires qui ne sont pas seulement faites pour divertir, mais pour transformer, pour guérir, pour réveiller. Et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Quelqu'un a peut-être besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de ce récit. Merci d'avoir ouvert votre cœur à cette histoire et à ce message d'amour. N'oubliez jamais ceci. Les apparences sont souvent trompeuses, mais Dieu regarde au cœur. Et dans son regard, vous n'êtes jamais petit, jamais insignifiant, jamais oublié. Vous êtes aimé infiniment, passionnément, éternellement. Et souvenez-vous de ces mots, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. C'est votre promesse, c'est votre héritage, c'est votre nouvelle histoire qui commence aujourd'hui. Et maintenant, marchez dans cette vérité. Relevez la tête, avancez avec confiance, parce que celui qui a donné son Fils pour vous ne vous abandonnera jamais, parce qu'aux yeux de Dieu, vous avez toujours eu de la valeur. Parce qu'avec Jésus-Christ dans votre vie, vous tiendrez vous aussi le micro au moment parfait, et votre histoire deviendra un témoignage que le monde aura besoin d'entendre.